Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres qui font l'actualité nationale et internationale de ce mercredi. Message de félicitations du président de la République à son homologue chinois à l'occasion de la fête nationale. Et à l'Assemblée nationale, c'est ouverte la deuxième session ordinaire du Parlement de la 9e législature. Dans l'actualité internationale à Gaza, des dizaines de Palestiniens ont été tués. Et nous ouvrons donc cette édition par un message de félicitations du président de la République à son homologue chinois à l'occasion de la fête nationale de la Chine. Dans un télégramme adressé au président Xi Jinping, Ismaël Omar Guelleh a exprimé ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité au peuple chinois, saluant la Chine comme une superpuissance technologique et un acteur clé du développement mondial. Le chef de l'État s'est également félicité du renforcement constant des relations entre Djibouti et la Chine, qualifiant cette coopération de modèle exemplaire entre deux nations aux dimensions contrastées, une relation désormais portée au rang de partenariat stratégique global avec des retombées positives sur tous les secteurs d'activité. Et je vous le disais à l'instant à l'Assemblée nationale, dans le respect des dispositions de l'article 52 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale d'État, Mohamed El a procédé aujourd'hui à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire du Parlement de la 9e législature. Cet événement institutionnel majeur marque la reprise des travaux législatifs au cœur de la vie démocratique et politique de notre pays. La cérémonie s'est déroulée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement, des députés ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires. Étaient également représentés le corps diplomatique accrédité à Djibouti, les organisations internationales, les collectivités locales et les acteurs de la société civile. La séance a été ouverte par l'interprétation de l'hymne national, symbole de l'unité républicaine et de la fidélité aux valeurs de la nation, suivi du mot d'accueil du président de l'Assemblée nationale adressé aux élus du peuple à l'occasion de cette rentrée parlementaire. À l'issue de son allocution inaugurale, le président de l'Assemblée nationale a rappelé que cette session, dite budgétaire, constitue un moment essentiel de la vie parlementaire puisqu'elle est consacrée à l'examen de la loi de finances conformément à l'article 51, alinéa 6 de la Constitution. Le président de l'Assemblée nationale a également souligné la nécessité de garantir la représentation de tous les segments de la société dans le processus décisionnel, l'importance de promouvoir la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et le rôle du Parlement dans le renforcement des relations interparlementaires et partenariales. Sur le plan diplomatique, il a rappelé que la rentrée parlementaire intervient après un mois de septembre marqué par une intense activité diplomatique portée par le chef de l'État lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et à cette occasion, il a réitéré la solidarité indéfectible de la République de Djibouti envers le peuple palestinien et la position constante de notre pays en faveur de la solution à deux États et de la cessation immédiate des violences. Sur le plan institutionnel, il a annoncé que cette session verra également l'opérationnalisation du renouvellement des organes parlementaires, conformément au règlement intérieur et en considération des 4 décennies d'existence de la Charte fondamentale de 1992, et saisissant l'opportunité de l'élargissement des membres du Conseil constitutionnel. Il a fait part de la nécessité d'actualisation de certaines dispositions de la dite charte. Et bien enfin, il a insisté sur la portée centrale de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2026, rappelant que cette prérogative budgétaire du Parlement constitue le socle même de l'action législative et de la vitalité démocratique. Et le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux députés lors de son discours que l'essence même de leur mandat est de veiller à ce que toutes leurs décisions convergent vers un objectif unique, servir les intérêts du peuple djiboutien. On écoute le président de l'Assemblée nationale.
Cette rentrée parlementaire intervient après des vacances d'été, durant lesquelles les députés ont poursuivi leur travail de proximité avec leurs concitoyens. Pour la République Djibouti, la rentrée vient clore aussi un mois de septembre marqué du sceau d'une diplomatie intensive auprès de l'Assemblée des Nations Unies. Portée par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Marguerite, la voix de notre nation est prise de paix, s'est rangée comme elle a toujours été le cas aux côtés de la solidarité internationale, de la justice, contre la loi du plus fort, des exactions génocidaires perpétrées dans la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Dans 6 jours, cela fera en effet 2 années que les Palestiniens subissent des actes de crimes de guerre contre des civils, des campagnes de famine orchestrées, des assassinats, bref, des horaires inhérentes à une véritable stratégie d'extermination ou d'exil sans retour qui font fi des multiples initiatives infructueuses, considérant l'accroissement des postures et des actions entreprises par Israël, circonstances qualifiées par tous comme un génocide et une tentative d'extermination flagrante du peuple palestinien. La République de Djibouti, à l'instar de la communauté internationale, a réitéré son aversion du raisonnement du plus fort et a proclamé une fois de plus, par la voix du président de la République, l'attachement à la solution de 2 États et à de la cessation plus vite de la barbarie israélienne contre le peuple de la Palestine. Mesdames et messieurs, cette rentrée, outre la diplomatie nationale et le travail de proximité des députés précédemment évoqué, signale que la 9e législature rentre dans sa seconde et dernière moitié du mandat parlementaire qui a débuté en mars 2023 et prévu pour prendre fin 2028. En application des règlements antérieurs, le renouvellement des organes est effectué et sera rendu opérationnel dès l'entame de cette session. Autre sujet d'enjeu, le renforcement des relations institutionnelles est prévu dans l'agenda parlementaire. En l'occurrence, je porte à votre connaissance que j'ai été saisi d'une correspondance du président du Conseil constitutionnel il y a près de 2 semaines, le 11 septembre dernier, avec pour objet l'éventuelle nécessité d'une réflexion relative au renforcement des organes de contrôle, par exemple l'accroissement du membre du Conseil constitutionnel. Permettez-moi de dire que cette sollicitude du Conseil en charge de l'examen de la constitutionnalité des lois témoigne de la place du premier choix occupé par le Parlement et notre commune adhésion au rôle, mission et prérogatives de l'office des législateurs, dont la première et la principale consiste à voter la loi. Après 4 décennies d'existence et 15 ans après la révision, nombre de dispositions contenues dans la Charte fondamentale de 1992 appellent révision et actualisation. Cet encadrement idoine de la vie structurée et institutionnelle, il me semble venu le temps de jeter un regard nouveau. Et cette mission, nous allons nous y atteler avec inclusion, responsabilité et sens aigu des intérêts de notre nation. Réécoutons la seconde partie du discours du président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, cet état d'esprit est d'autant plus opportun, nécessaire que l'exercice budgétaire se profile pour la 3e fois en cette 9e législature. Outre les activités traditionnelles des législateurs, voter la loi, contrôler l'action gouvernementale, l'examen du projet de loi des finances initiales 2026 constitue une part conséquente dans l'agenda des prochaines semaines. Mais cet exercice est plus accessible aux députés de la 9e législature grâce à l'expérience acquise lors des joutes budgétaires en pareilles circonstances et grâce aux sciences d'information et l'acquisition des compétences organisées par notre institution et des partenaires comme les organes publics compétents dans le domaine des finances publiques. Pour clore mes propos de bienvenue, je vous rappelle le consigne déjà partagé avec vous, ici même, en octobre dernier.
S'il est donc de notre rôle d'examiner la politique budgétaire proposée par le gouvernement, puis de se prononcer sur elle, nos choix budgétaires et les votes conditionnent l'action gouvernementale pour l'année prochaine. Cette prérogative, fondement de tout Parlement, est à la fois vitale pour les institutions et indispensable pour le développement de notre pays. Enfin, je vous recommande de penser à nos concitoyens, bénéficiaires ultimes de nos efforts, les peuples djiboutiens, qui pour lui et en son nom, tous les pouvoirs publics, législatifs, exécutifs, concourent chaque jour à servir l'intérêt du service public. Je vous remercie de votre attention. Et après le discours du président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Abdelkader Kamil Mohamed, a présenté la déclaration de politique budgétaire exposant les grandes orientations gouvernementales pour 2026 dans le cadre de la vision Djibouti 2035. La projection de développement du pays, les résultats obtenus par la politique gouvernementale et la prise en compte de la conjoncture internationale permettent de mieux appréhender la politique budgétaire. Aussi, eu égard à l'environnement particulier de la politique nationale, à la veille d'une échéance électorale majeure, c'est avec une plus forte émotion que les fois précédentes que j'ouvre cette séance plénière. L'analyse des résultats de la politique gouvernementale ne portera pas cette fois seulement sur les 2 ou 3 années précédentes. Je voudrais en effet mettre en avant l'exceptionnelle réussite qui a été accomplie sous la direction du président de la République. De même pour la projection de la politique gouvernementale, il me semble nécessaire d'avoir un horizon lointain afin de prendre en compte la vision présidentielle complète pour l'avenir du pays. Or, cette enceinte, socle de notre système démocratique, où la concentration est de plus en plus permanente entre le pouvoir législatif et exécutif, représente bien le lieu idéal pour que tous ensemble, nous puissions nous concerter sur le développement du pays. Bien évidemment, je serai très concis lors de 2 présentations, mais bien que la matière soit très importante sur ces 2 points. La réussite de la politique gouvernementale est indéniable pour tous. Au fil des ans, les transformations physiques du pays s'accomplirent sous nos yeux. Ce sentiment de réussite est corroboré par les rapports économiques, quelles que soient les sources étrangères ou nationales, provenant d'organisations non gouvernementales ou institutionnelles, ou encore de notre direction de l'économie. Il en ressort que le BIP réel, donc hors inflation, a doublé en une dizaine d'années pour atteindre 810 000 milliards de francs Djibouti aujourd'hui. Mais sur une période plus longue, environ une quinzaine d'années, la croissance du PIB a été encore plus forte. C'est ainsi que le PIB par habitant, qui tient compte en plus de la croissance de la population, est aujourd'hui supérieur à 3 850 $ US, soit 3 fois supérieur à ce qu'il était il y a 15 ans. Ainsi, même si la population s'est accrue pendant cette période de croissance, a été bien plus forte que l'augmentation démographique, permettant aux revenus par habitant de s'accroître très fortement. Et poursuivant donc son discours, le Premier ministre a mis en avant la résilience de l'économie nationale et la consolidation du rôle de Djibouti comme hub régional
grâce à ses infrastructures stratégiques. On réécoute le Premier ministre. La loi des finances pour 2026 prévoit des recettes supérieures à 153 milliards de francs djibouti contre 146 milliards en 2025, soit une progression d'environ 5%. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'est engagé à renforcer la discipline budgétaire et à maîtriser plus rigoureusement les dépenses et accroître la mobilisation des ressources intérieures. La raréfaction des finances extérieures impose en effet de nouvelles priorités. Djibouti choisit désormais d'ancrer davantage son développement sur ses propres ressources. Cela passe par une consolidation des rendements fiscaux, une maîtrise accrue des exonérations afin que les avantages consentis soient strictement liés aux objectifs de développement et par une digitalisation renforcée de l'administration fiscale pour accroître son efficacité et sa transparence. En matière de dépenses, des mesures concrètes sont déjà mises en œuvre. Réduction du train de vie de l'État, rationalisation des missions à l'étranger, meilleure maîtrise de la consommation d'électricité et des limitations des équipements non productifs. Or, les secteurs sociaux essentiels, l'éducation, la santé et la solidarité nationale, le gel des recrutements restera la règle. Ces efforts visent à préserver l'équilibre budgétaire et à dégager sur ses ressources propres les marges de manœuvre indispensables pour financer de futurs investissements. Dans le même esprit, la réforme des entreprises publiques sera accélérée. Après une première étape engagée ces dernières années, il s'agit désormais d'assurer la mise en cohérence avec le cadre réglementaire défini et les astreindre à la rigueur et à la discipline de gestion et d'exiger d'elles une amélioration substantielle de leurs performances. Elles ne doivent plus constituer une charge pour le budget de l'État, mais devenir des leviers de croissance et d'efficacité et de crédibilité pour la nation. De nos finances publiques, la révision du cadre juridique encadrant les lois des finances constitue une avancée structurante. Elle modernise l'architecture budgétaire, clarifie les responsabilités et renforce la transparence au bénéfice du Parlement comme des citoyens. Et dans l'actualité également, le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie et des Finances et de l'Industrie ont conjointement lancé ce mercredi le processus d'élaboration des comptes nationaux de la santé, marquant une étape stratégique vers une gouvernance sanitaire plus transparente, efficace et équitable. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rableh, et le ministre de l'Économie et des Finances et de l'Industrie, Ilyas Moussadoualé. Était également présent le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali, et le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Abdelrazak Ahmed Idriss, aux côtés des cadres techniques et financiers des deux départements. Ce lancement s'inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence budgétaire et de la redevabilité publique, conformément aux orientations du Plan national de développement sanitaire et aux engagements du pays en matière de couverture sanitaire universelle. Les comptes nationaux de la santé permettront de cartographier les flux financiers du secteur de santé pour une meilleure allocation des ressources. Appuyer le plaidoyer budgétaire auprès des instances nationales et partenaires techniques et financiers. Orienter les politiques publiques sur la base de données probantes. Et enfin, renforcer la coordination multisectorielle et l'appropriation nationale des outils de planification. Ce processus des outils de planification, marque une avancée majeure vers l'institutionnalisation des CNS avec pour ambition de produire des données annuelles fiables et intégrées au service d'un système de santé durable, inclusif et performant. Social, à présent, une cérémonie officielle s'est tenue à l'aéroport international de Djibouti qui marque la réception d'un don humanitaire offert par la Fédération de Russie à la République de Djibouti.
La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre Oulouf Ismaël Abdo, ministre des Affaires sociales et des Solidarités, et de M. André Chianine, chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie en République de Djibouti. Ce don réceptionné par une délégation composée de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Amina Ahmed Ouassama, et du secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, s'inscrit dans le cadre du plan national de riposte à la sécheresse déjà déployé par le gouvernement djiboutien sous la conduite du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. D'un volume total de 23 tonnes, cette cargaison comprend un ensemble diversifié d'articles de première nécessité. Il inclut des médicaments essentiels ainsi que du matériel médical pour soutenir les structures hospitalières. À cela s'ajoutent des denrées alimentaires de base, notamment des vivres et de l'huile végétale afin de répondre aux besoins urgents des ménages les plus fragiles. À travers cette initiative, la Fédération de Russie réaffirme son amitié et son partenariat avec la République de Djibouti. De son côté, le gouvernement djiboutien réitère sa détermination à poursuivre ses efforts de soutien aux populations affectées et à consolider ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ensemble, ces actions traduisent une volonté commune de relever les défis humanitaires et climatiques auxquels le pays est confronté dans un esprit de coopération, de solidarité et de résilience partagée. Écoutons un extrait de l'intervention du chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de la Russie. Aujourd'hui, nous assistons à la cérémonie de la remise d'une aide humanitaire russe au gouvernement et aux populations de la République de Djibouti, qui sont confrontées à une sévère sécheresse dans les zones reculées du pays. Cet événement, particulièrement marqué dans les régions de l'intérieur, a mis à rude épreuve les moyens de subsistance des communautés rurales, déjà fragilisées par les épisodes climatiques extrêmes récurrents dans la Corne de l'Afrique. À cet égard, le gouvernement de la Fédération de Russie a pris la décision de répondre aux besoins du gouvernement de la République de Djibouti et de livrer à l'État de Djibouti une aide humanitaire gratuite. Le cargo aérien contient 23 tonnes de matériel médical et des médicaments, des conserves de bœuf et de huiles végétales. Cette action témoigne des relations traditionnellement amicales et l'esprit de coopération qui existe de longue date entre nos deux États. Notre pays venait, vient et viendra toujours à l'aide des pays du continent africain en situation de détresse, et ceci de tout notre cœur. Et suivant à présent un extrait de l'intervention de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Nous accueillons aujourd'hui à l'aéroport international de Djibouti un appui humanitaire de la Russie composé de 23 tonnes de médicaments, de matériel médical et de vivres, destinés à soutenir le plan national de riposte à la sécheresse. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, la République de Djibouti a mis en œuvre, et sous le leadership de son Excellence, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, un plan national ambitieux pour répondre aux conséquences de la sécheresse et soutenir les populations affectées. Ce plan a mobilisé l'ensemble des institutions nationales afin de préserver la santé, la sécurité alimentaire et la dignité des familles impactées par les effets de la sécheresse. L'appui reçu aujourd'hui vient compléter le dispositif et s'inscrit dans la dynamique de coopération et de solidarité qui caractérise les relations entre nos deux pays. Nous considérons ce geste comme une marque d'attention portée à la situation humanitaire que traverse notre pays et comme un signal fort de la volonté de la Russie d'accompagner Djibouti dans ses efforts de résilience. Je voudrais réaffirmer à cette occasion que la République de Djibouti reste pleinement engagée à soutenir les familles affectées par les aléas climatiques tout en consolidant les partenariats bilatéraux et multilatéraux qui renforcent l'efficacité des actions gouvernementales. Mesdames et messieurs, les défis liés au changement climatique nous rappellent que les réponses aux crises exigent à la fois des efforts nationaux soutenus et des collaborations internationales constructives. C'est dans cet esprit que nous recevons aujourd'hui ce don et nous remercions vivement la Russie
pour cette action de solidarité envers le peuple djiboutien. Cela témoigne des bonnes relations qu'entretiennent depuis de longue date nos deux nations. Je vous remercie. Et je vous emmène en Arabie Saoudite à présent. Une forte délégation djiboutienne se trouve à Riyad pour prendre part aux travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la cybersécurité, tenue donc hier. La délégation djiboutienne était conduite par l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti, accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, accompagné du conseiller du président auprès du secrétariat général du gouvernement, Abdelrahman Ali Saïd, du directeur général de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSI, Mustafa Mohamed Ismail. L'ambassadeur annonce son allocution, mis en lumière les avancées majeures réalisées par Djibouti dans le domaine de la cybersécurité, notamment l'adoption de la stratégie nationale de cybersécurité, la promulgation du code numérique, l'organisation annuelle de la semaine nationale de la cybersécurité. Il a également annoncé donc un projet stratégique d'envergure, la création prochaine d'une agence nationale de la cybersécurité destinée à renforcer l'arsenal institutionnel et réglementaire du pays. Un retour à Djibouti où le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Transnational Red Sea Center, a organisé hier un atelier de restitution au Sheraton Hotel. Eh bien, les travaux de cette mission lancée en 2022 ont été conduits sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en étroite collaboration avec les équipes du Transnational Red Sea Center de l'Université de Djibouti, du CERD et de l'Agence Souverain Carbone. Cette mission s'est déroulée sur 6 sites stratégiques, à savoir Djibouti-Ville, Moucha Maskali, Arta-Plage, Goubet, Tadjoura et Obok. Cette initiative a permis de réaliser un état des lieux rigoureux et exhaustif des récifs coralliens en documentant donc avec précision leur biodiversité, leur intégrité écologique et leur répartition géographique. Hier, donc, le navire marchand Minerva Grach a été victime d'une attaque de missiles dans le golfe d'Aden. L'équipage, composé de 18 marins de différentes nationalités, a dû abandonner le navire, gravement endommagé. Un blessé grave est à déplorer. Les opérations de secours menées conjointement par les frégates et le FS Chevalier Paul et HS Spetsai ont permis donc l'évacuation rapide et efficace de l'ensemble de l'équipage. La garde-côte a joué activement un rôle essentiel dans cette opération en déployant ses patrouilleurs pour escorter les navires transportant les rescapés jusqu'au port de Djibouti, assurant ainsi leur sécurité durant tout le transit. Cette intervention illustre la collaboration et la coopération efficace entre la garde-côte et les forces alliées opérant dans la zone du golfe d'Aden, notamment dans le cadre des missions de sécurité et de sûreté maritime. Grâce à cette action conjointe, la protection des vies humaines et la sécurité maritime ont pu être assurées dans un contexte donc particulièrement instable. Et à leur arrivée au port de Djibouti, les autorités portuaires ont immédiatement pris le relais pour organiser l'accueil des rescapés. À la une également les associations Union des jeunes solidaires de Yoboki et Initiative pour le développement intégré des femmes de Yoboki ont encore organisé dimanche une cérémonie de remise des récompenses aux lauréats du baccalauréat de la session 2025 du lycée de Yoboki. L'événement s'est tenu dans le hall du conseil régional de Dikil en présence de plusieurs personnalités, dont le préfet de la région, le président du conseil régional, le parlementaire donc natif de Yoboki, des autorités civiles et militaires, des nombreux hauts cadres de l'administration, ainsi que le sous-préfet et le chef de village de Yoboki. Les élus locaux, les parents d'élèves, les enseignants et responsables et membres de deux associations organisatrices. Les différents intervenants ont salué l'excellence des lauréats et ont félicité les organisateurs pour cette initiative citoyenne visant à encourager la jeunesse et promouvoir la culture de l'effort et du mérite. L'accent a été mis sur l'importance de l'éducation comme levier du développement et sur la nécessité de soutenir les jeunes talents, en particulier en zone rurale. À l'issue des discours officiels, la cérémonie a été marquée par la remise de 10 ordinateurs portables aux 10 meilleurs bacheliers du lycée de Yoboki, en reconnaissance donc de leurs efforts et de leurs brillants résultats.
L'Office national des statistiques du Kenya a annoncé que l'économie nationale a enregistré une croissance annuelle de 5% au deuxième trimestre 2025, marquant donc une hausse notable par rapport aux 4,6% enregistrés durant la même période l'année passée. Eh bien, cette performance économique solide reflète les progrès continus du pays vers un développement durable et confirme la capacité du Kenya à renforcer sa productivité tout en développant ses secteurs clés de manière équilibrée. Je vous le disais en titre, au moins 35 Palestiniens, dont une femme enceinte et des enfants, ont été tués lors des attaques menées par l'armée israélienne dans différentes régions de la bande de Gaza. Selon donc des sources sanitaires locales, dans la zone du corridor de Netzarim, au centre de Gaza, 18 Palestiniens ont été tués par les tirs israéliens alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire et 33 autres ont été blessés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.